Elle déposait même des modèles réduits de taxis jaunes à Ground Zero quand il y avait des commémorations. Mais personne... Ça va à qui me fait penser, les gars? Les gars, jurez, c'est pas la version fille de ce type. C'est lui, mais en fille, les gars. Les gars, c'est la même personne. C'est lui, mais en fille, les gars. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de Fabien Olicard. Tania Head, elle a menti sur le 11 septembre et personne n'a vérifié, entre parenthèses. Old thread. Les bails là de théorie du complot, le bail de 11 septembre. En ce moment les gars, je suis en train de... Enfin là tout de suite, là récemment, je crois que je perds la notion du temps. Parce que quand j'étais à fond dans les théories du complot, c'était peut-être il y a une semaine. Du coup, c'est récent en vrai. En fait, je suis en train de compter les jours récents là, genre hier, avant-hier et tout. J'étais pas dedans. Mais bref, tout ça pour dire que récemment là, j'ai beaucoup plongé ma tête dans les délires de théories du complot et tout. Tu regardes, des fois, il y a des patterns dans certaines architectures de certains bâtiments et tout. Ouais, il y a 666, il y a 33, je sais pas quoi et tout. Nanana. Je regarde des trucs comme ça. Il y a un mec sur Instagram, il fait ça super bien. Je sais plus c'est quoi son blaze. Mais ouais, j'aime trop les bails de théories du complot. Et si ça touche à ça, les gars, ça va encore plus m'intéresser. Donc installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go la femme. Cette vidéo est sponsorisée Ghost ou skip, comme Netflix. Ah, on s'en fiche. Voilà. Salut, nous sommes en septembre 2005 au Ground Zero à New York et dans ce qui reste du cratère des tours jumelles, une femme guide 3 des hommes les plus puissants d'Amérique. Elle ressemble à une menteuse. Peut-être que je suis grossophobe, les gars. Peut-être que je suis grossophobe. Je devrais pas l'être. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais j'ai pas envie. Elle m'inspire pas confiance. Quand je la vois, elle m'inspire pas confiance. Et là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec son physique. Quoique. C'est peut-être ses lunettes en vrai. Non, je pourrais pas m'en échapper, les gars. Me cancelle pas, les gars, s'il vous plaît. Me cancelez pas, s'il vous plaît. Que sont Michael Bloomberg, c'est le maire de New York, également Rudy Giuliani ou Giuliani. En vrai de vrai, même ces deux bougs là, ils inspirent pas confiance. En vrai de vrai. C'est l'ex-maire qui est devenu le symbole du 11 septembre et Georges Pataki, le gouverneur. Lui aussi, j'ai pas envie de lui faire confiance. En fait, depuis les fichiers de votre bug là, Epstein là, j'ai plus envie de faire confiance à tous les vieux hommes blancs en costard ou qui ont l'air un peu riches ou qui ont l'air d'avoir un petit peu de pouvoir. Parce que je me dis, bon, comment on sait qu'ils sont pas dans celle-là maintenant? C'est pas le sujet de la vidéo, hein. Mais tout ça pour dire que les hommes qui ressemblent à ça, j'ai pas envie de leur faire confiance. De l'État. La femme, quant à elle, c'est Tania Head. Elle est là pour leur raconter, elle est là pour témoigner de ce qu'elle et les autres personnes ont vécu durant les attentats. Ce moment où elle a cru mourir au 78e étage de la tour sud. Mais il y a un problème. Pour l'instant, personne ne le sait encore, mais Tania Head n'était pas dans la tour sud le 11 septembre 2001. Bon, c'était littéralement dans le titre de la vidéo, voilà. C'est pas parce qu'elle ressemble à ça que c'est pas une femme de confiance. Elle était même pas à Mais j'ai envie d'y croire. New York. Elle était à 6000 km de là, assise dans une salle de classe à Barcelone. Voici. Dingue! Dingue! Ça veut dire qu'elle a même pas menti un peu, quoi. L'histoire de l'une des impostures les plus audacieuses de l'histoire moderne. L'histoire d'une femme qui a volé le traumatisme le plus sacré d'une nation et qui a failli s'en tirer. Vous allez être stupéfait tout au long de son histoire et on va essayer de comprendre comment et surtout pourquoi elle a pu faire ça. Pour comprendre comment Tania Head a pu tromper tout le monde pendant presque 4 ans, il faut d'abord comprendre le contexte. Après le 11 septembre 2001, l'attention du monde est portée sur 3 groupes de personnes. D'abord, les près de 3000 victimes décédées. Ensuite, leurs familles en deuil. Et enfin, en 3e groupe, les héros des services de secours. Mais il y avait un 4e groupe, un peu plus discret, complètement invisible d'ailleurs au début, c'est celui des survivants. Des milliers de personnes qui étaient dans les tours ce jour-là et qui ont réussi à s'en sortir. Beaucoup étaient traumatisés, certaines étaient mutilées physiquement, mais médiatiquement, ils étaient en marge. Les fonds d'aide, par exemple, ciblaient principalement les familles des personnes décédées. Les cérémonies commémoratives n'étaient jamais à la gloire des survivants, on les oubliait. Pendant 2 ans, ils n'ont même pas eu le droit d'accéder au Ground Zero pour faire leur deuil.
Et c'est dans ce vide qu'est né le World Trade Center Survivors Network. C'est né d'un homme nommé Jerry Bogaz, lui-même survivant de la Tour Nord, une petite association informelle pour se soutenir mutuellement, pour se retrouver et pour partager une douleur que personne d'autre ne pouvait vraiment comprendre. Et c'est là, évidemment, que Tanya Head va faire son apparition. Entre 2003 et 2004, sur les forums en ligne du Survivors Network, son nom commence à circuler. Elle a aussi un groupe de soutien pour survivants. Elle poste des messages d'une intensité émotionnelle intense, bouleversante. Son histoire sort complètement du lot. Jerry va finir par la contacter et après plusieurs mois d'échanges entre eux, ils décident de fusionner leurs deux groupes. Et en janvier 2004, Tanya se présente pour la première fois en personne à une réunion. Les autres survivants, qui connaissent déjà son témoignage en ligne, l'accueillent comme une légende vivante. C'est chaud d'être comme ça. Parce qu'en fait, tu joues pas... C'est vraiment un vrai traumatisme pour ces gens qui ont vécu ça, tu vois. T'es en train de jouer avec ça, c'est chaud d'être comme ça, les gars. Elle est pas... En fait, c'est pas une simple menteuse. À ce niveau-là, pour moi, c'est diabolique. Pour moi, c'est diabolique d'être comme ça, vraiment. Pour cause, Tanya Head fait partie des 19 personnes, oui, seulement 19, qui ont survécu à la zone d'impact ou juste au-dessus ou juste en dessous dans les deux tours. La zone précise où l'avion est rentré. Attention, au sein de cette première partie, vous allez voir ce logo apparaître. C'est le moment où je vais raconter techniquement ce qui se passe à l'intérieur des tours pendant l'explosion de l'avion dedans. Si vous êtes sensible à ce genre de récit, passez à partir du moment où vous voyez ce logo jusqu'au prochain logo. Je vais mettre un chapitrage directement dans la description pour vous signaler le moment où vous pouvez reprendre le récit sans que je raconte quelque chose qui soit trop dur à supporter pour vous. Bon, faites-le aussi dans le React parce que je ne vais pas chapitrer la vidéo. Voilà. Si vous êtes sensible à ce genre de choses, faites l'effort de... Elle raconte que le 11 septembre 2001 au matin, elle travaillait pour Merrill Lynch, la grande banque d'investissement. Elle était au 78e étage de la tour sud pour une réunion d'affaires, un truc important. À 9h03, le deuxième avion percute la tour, entre le 77e et donc le 85e étage, exactement là où elle se trouve. L'explosion est apocalyptique, Tanya est projetée violemment contre un mur de marbre, son bras droit va prendre feu. Autour d'elle, c'est l'enfer, mais à ce moment-là, elle ne pense qu'à une seule chose, son fiancé Dave. Et Dave, il travaille dans l'autre tour, la tour nord, tout en haut du building. Ils doivent se marier et Dave, il est mort. Je vous parie combien Dave, il est mort. Bientôt. Et c'est ça qui va donner la force à Tanya de ramper à travers les décombres, à travers la fumée, à travers les corps. Elle croise un homme coincé sous les gravats, il est en train de mourir. Il lui tend son alliance, il lui dit « S'il vous plaît, rendez-la à ma femme. Tanya, prends l'alliance et continue. » C'est là qu'apparaît son sauveur. Un jeune homme surgit de la fumée. Il voit Tanya en flammes, il éteint le feu sur ses vêtements avec ses seules mains nues à lui, il la guide vers le seul escalier encore praticable et grâce à lui, Tanya descend. Elle s'évanouit d'ailleurs en chemin et elle se réveille 5 jours plus tard dans une unité pour grand brûler. Et c'est là qu'on va lui apprendre que son mari Dave est mort dans l'effondrement de la tour nord, que son sauveur s'appelle... Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? S'il aurait survécu, ça aurait été plus de détails dans le mensonge, genre à gérer. Dave, il est obligé de mourir dans l'histoire. Espèce de menteuse que tu es, va. Appelé Wells Crowther, 24 ans, trader en bourse, pompier volontaire. Il la connaît archi pas. il la connaît archi pas. Ça se trouve, c'est un vrai mec qui était là-bas, qui est mort, hein, et elle s'est dit, vas-y, je vais en faire mon mari, genre. C'est une folie d'être comme ça. Les menteurs, vraiment, je comprends pas. Déjà, les mensonges, moi, vraiment, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je sais pas comment il y a des gens, ils arrivent à mentir comme ça, ouvertement. Genre, sans raison. Elle n'avait aucune raison d'aller mentir. Vraiment. Il a sauvé apparemment entre 12 et 18 personnes ce jour-là en faisant des allers-retours dans les escaliers. C'est un héros. Puis la tour s'est effondrée sur lui. Wells est devenu l'un des héros les plus célèbres du 11 septembre. Le président Obama l'a même honoré en 2014. Donc, carrément, elle n'a pas pris le mari... Enfin, elle a pris le mari le plus, voilà, top notch. Elle n'est pas cherché à prendre genre des gens qui n'ont rien fait dans l'histoire, tu vois. Purée, en fait, elle voulait... je pense, hein, c'est vraiment pour avoir de l'attention qu'elle a fait tout ça. Je pense. Ça peut être vraiment que ça. J'ai du mal à voir autre chose. Vous comprenez maintenant pourquoi cette histoire était imparable. D'abord, il y a le système de la compassion. Face à une horreur aussi sacrée que le 11 septembre, le doute
c'est une insulte en fait. On ne peut pas demander à une femme gravement brûlée de prouver qu'elle était bien dans les tours, c'est pas possible. Frérot, j'ai vu du Jujutsu Kaisen, quand t'es brûlé, t'as des traces. T'as des traces de brûlure. Elle a zéro. Elle a zéro, frérot. Même Maki, qui est sous serment inné, hein, elle a eu des traces de brûlure. Tu vois? Donc elle, je la crois pas. Ensuite, Tanya avait construit ce que j'appellerais une trinité de légitimité en 3 points. Une sorte de triforce du mensonge. D'abord la preuve physique avec ses cicatrices au bras. C'est bon, j'ai rien dit. Le mensonge, il est bien fait. Elles étaient bien réelles, hein. Elles étaient visibles, elles étaient impressionnantes, elles correspondent exactement à son récit de membres brûlés et écrasés. Ensuite, la connexion héroïque en s'appropriant l'histoire de Wells Crowther. Ça la rendait presque intouchable. Wells était un martyr sacré, remettant en question Tanya. Je vous parie combien Wells, il avait déjà une femme. Et c'est elle qui a gâté les mensonges de l'autre là. Implicitement remettre en question son héroïsme à lui. En plus, comme Wells était mort, il ne pouvait pas nier de l'avoir sauvé. Et enfin, le deuil ultime d'avoir perdu son fiancé juste avant le mariage dans l'autre tour. Ça l'a placé au sommet de la hiérarchie de la souffrance, si tant est qu'il en existe une. Elle était une survivante et une veuve. Double statut de victime. Et puis, j'ajoute quand même qu'il y avait son comportement. Tanya ne cherchait pas de l'argent, et ça on en reparlera. Au contraire, elle finançait de sa poche les événements du Survivors Network en refusant tout remboursement. Elle donnait de son temps, parfois de son énergie, parfois même de son argent ou fortune personnelle supposée. Alors qui aurait pu imaginer qu'elle mentait ? Entre 2004 et 2007, Tanya Head devient progressivement l'un des visages, voire le visage, des survivants du 11 septembre. Elle est élue présidente du World Trade Center Survivors Network. Elle organise des collectes de fonds, obtient des financements pour des thérapies. Elle milite, et avec succès en plus, pour que les survivants aient accès à Ground Zero. En 2005, elle devient guide bénévole au Tribute WTC Visitor Center. En fait, même si elle a fait, elle a v'là menti, t'as vu, le fait qu'elle ait quand même fait tout ça, parce que quand j'entends ça, je me dis, elle a quand même aidé des gens, tu vois. En fait, c'est foncièrement mauvais. Enfin, ça part d'une mauvaise intention, mais l'acte est quelque part noble. Je pense. Mais ça reste une dinguerie. En fait, de venir s'approprier des trucs comme ça qui... Voilà, tu sais pas dans celle-là. En fait, elle aurait quand même pu aider sans ça, en fait. C'est ça qui est bizarre. Elle aurait pu apporter son aide sans avoir à faire tout ça, en fait. En fait, je sais pas quoi en penser. Je sais vraiment pas quoi en penser. Elle guide des milliers de visiteurs, des étudiants, des dignitaires étrangers. Elle donne des conférences sur le sujet dans des universités. Elle apparaît dans les médias comme la porte-parole officielle des 20 000 survivants. Et bien, toute cette présence médiatique et tout, c'est ça qui me fait dire qu'elle voulait juste de l'attention, les gars. Vous allez voir, ma théorie, elle loupe presque jamais. Presque. Il y a cette photo donc iconique de septembre 2005 où on la voit aux côtés de Bloomberg, Giuliani et Pataki au Ground Zero. Aller au sommet, admirer, respecter, aimer. Et c'est là qu'il y a quand même des fissures qui vont apparaître dans le mensonge. D'abord, il y a une incohérence terminologique. Parfois, elle parlait de son fiancé et parfois de son mari. Alors, je suis d'accord, c'est pas grand-chose, mais quand on lui demandait des précisions, elle racontait une histoire de mariage symbolique qu'elle aurait fait à Hawaï quelques semaines avant les attentats, et c'est pour ça qu'elle disait des fois mon mari. Une sorte de cérémonie privée sur la plage qui n'avait pas de valeur légale. Et puis, il y avait aussi les cicatrices. Elles étaient réelles, je vous l'ai dit, elles étaient impressionnantes. Mais c'était pas des cicatrices de brûlure. Mais quelques survivants qui avaient vu de vraies brûlures graves trouvaient qu'elles ne correspondaient pas tout à fait à ce qu'elle décrivait, à savoir « Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi ?» Je la cite, un bras presque arraché dans l'explosion, puis recousu. Et puis pour revenir encore à Dave, personne ne l'avait vraiment jamais rencontré, ce mari. Tanya parlait de leur chien Elvis, un Golden Retriever, mais quand des amis venaient à son domicile actuel, le chien il était toujours ailleurs, chez la femme de ménage. Voilà, c'est un peu étrange. Elle évoquait également leur appartement dans l'Upper East Side, leur dispute dans un taxi jaune qui s'était transformé en coup de foudre à Dave et elle. Elle déposait même des modèles réduits de taxi jaune à Ground Zero quand il y avait des commémorations. Mais personne... Ça va, qui me fait penser, les gars. Elle déposait même des modèles réduits... Regardez là. Regardez là et réfléchissez à qui elle me fait penser.
Les gars, jurez, c'est pas la version fille de ce type. C'est lui, mais en fille, les gars. Les gars, c'est la même personne. C'est lui, mais en fille, les gars. Après, vous allez dire que je suis grossophobe. Mais pourquoi, en fait, j'ai deux gros qui ont une giga présence médiatique. Et c'est tous les deux des menteurs, les gars. Vous faites pas... Vas-y, je vais fermer ma bouche, sinon vous allez vraiment croire que je suis grossophobe. Réduit de Taxi Jaune à Ground Zero quand il y avait les commémorations. Mais personne n'avait jamais vu Dave. Mais qui aurait osé poser des questions directement? Comment dire à une femme en deuil « Prouve-moi que ton mari a existé ». Personne, ça se fait pas. Et c'est exactement sur ce malaise que Tania, elle comptait. Et à l'été 2007, à l'approche du 6e... Ouais, mais elle a surenchéri. Au bout d'un moment, tu forces. Les gens, ils vont commencer à se poser des questions, tu vois. Anniversaire des attentats, le New York Times prépare un grand article sur les survivants emblématiques. Des trucs comme ça, parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, en fait, cet événement... Déjà, voilà, moi, je suis du côté des théories du complot. T'as vu, pour moi, c'est clairement l'État qui est à l'origine de tout ça. Mais bref, cet événement, il a tellement marqué les States que tous les ans, ils s'en rappellent. Or que, en fait, je suis pas en mode j'ai pas d'âme, vas-y, faut pas parler de ces choses-là et tout, faut oublier ces gens-là, t'as vu. Mais en fait, ça me saoule que t'as des dingueries qui se passent actuellement. Tu vois, dans le monde, tu regardes au Soudan, au Yémen, en Palestine, tout ce que tu veux, tu vois. Il y a des dingueries qui se passent là-bas. Et bah après, ça vu, c'est les médias, tu vois. C'est les gros médias et tout. Ils font exprès, tu vois. Comme c'est pas des médias qui sont libres en termes de journalisme, t'as vu. Ils sont gérés par des gens, du coup, ils envoient les sujets qu'ils veulent envoyer. Et puis, généralement, les conflits qui se passent à travers le monde, dans les pays dont je vous ai cités, c'est les gens qui détiennent ces médias-là. Ils sont pour qu'il y ait ces conflits-là. Genre, ils ont quelque chose à gratter derrière. C'est ce que je pense. Ok. Mais en gros, ça me saoule que, même dans les gens comme vous et moi, hein, des gens qui, juste, bah, du coup, prennent ces informations-là, qui passent leur temps à vouloir se remémorer les trucs comme ça. Et je vais pas donner d'exemple de dinguerie qui s'est passé dans l'humanité, t'as vu. Mais qui passent leur temps à se remémorer les dingueries comme ça, en oubliant les dingueries qui se passent actuellement là. Il y a des trucs qui se passent là maintenant. Genre, si les trucs là, ils se passaient et que vous savez que ça allait se passer, vous aurez fait en sorte que ça n'arrive pas. On est d'accord. Là, maintenant, il se passe des dingueries. On peut faire l'effort pour éviter que ça continue. Pourtant, non, vous préférez vous rappeler des trucs qui se sont passés avant. Je trouve ça... Après, c'est mon avis. T'as vu, peut-être que je suis un monstre. Peut-être, j'en sais rien. Mais je veux dire, les gars, c'est passé. Genre, on a fait... Moi, perso, j'ai pas vécu la chose comme certains l'ont vécu. Peut-être que j'ai du mal à réaliser la dinguerie que c'est, la dinguerie que c'était, tu vois. Mais ça, en fait, pour moi, c'est passé, genre. C'est passé. Là, il se passe des choses. Venez, on fait des efforts pour que ça change, que ça... Tu vois ce que je veux dire? Le Survivors Network recommande évidemment Tania Head comme le sujet idéal. Et les journalistes David Dunlap et Serge Kowalski acceptent avec énormément d'enthousiasme, mais surtout ils font quelque chose que personne n'avait fait jusqu'alors. Ils font leur travail. Ils vérifient les informations. C'est pas qu'ils doutent de Tania, hein. C'est une procédure standard quand on est un bon journaliste, surtout dans le journal de référence qui est le New York Times. Avant de publier un portrait, qui que ce soit, même le président des États-Unis, eh bien, on vérifie les faits de base. Et c'est là que ça commence à s'effondrer. Voici les 3 incohérences que les journalistes vont trouver. D'abord, Tania affirme travailler au Merrill Lynch au World Trade Center. Donc les journalistes contactent le service RH de la banque et il n'y a aucune trace d'une Tania Head dans leurs archives. Plus troublant encore, Merrill Lynch n'avait pas de bureau dans la Tour Sud en 2001. En fait, leur bureau était dans le World Financial Center Adjacent, mais pas dans la Tour Sud. Et ensuite, les diplômes. Tania, elle se vantait d'avoir des diplômes prestigieux comme Harvard ou Stanford. Les journalistes donc vont contacter les registres des anciens élèves des 2 universités. Il n'y a pas de trace de Tania Head. Et enfin, et c'est là que ça devient vraiment sordide, les journalistes réussissent à identifier l'homme réel dont Tania s'appropriait l'identité, du moins doit s'approprier l'identité en tant que mari, un véritable défunt de la Tour Nord dont le prénom est effectivement Dave. Il contacte sa famille, ses amis. Personne n'a jamais entendu parler de Tania Head. Dave n'était pas fiancé,
Il n'avait pas de projet de mariage, il n'avait pas de chien nommé Elvis, il n'était pas allé à Hawaï, rien. Tanya avait pris un nom sur la liste officielle des morts du 11 septembre, un inconnu qu'elle n'avait jamais rencontré, et elle en avait fait un fiancé imaginaire. Les journalistes contactent Tanya pour lui demander des explications, et elle panique. Elle annule le premier rendez-vous, puis le deuxième, puis le troisième. À chaque fois, elle invoque une détresse émotionnelle trop intense à l'approche de l'anniversaire. En coulisses, elle envoie des emails frénétiques aux membres du Survivors Network, les suppliant de ne pas parler aux journalistes. Elle accuse les journalistes d'inventer des mensonges sur elle, donc elle demande la loyauté aux autres membres. Et le 27 septembre 2007, le New York Times publie son article en première page. Le titre est dévastateur. Je vous la fais en français, mais on vous l'affiche en BO. Dans un récit de survie du 11 septembre, les pièces ne collent pas. L'article révèle les incohérences, les vérifications qui ont échoué, les témoins qui contredisent et la réaction est immédiate. Le jour même, le conseil d'administration du Survivors Network vote à l'unanimité et Tanya Head est démise de ses fonctions, évidemment, de présidente. Elle est même exclue de l'association. Richard Zimbler, qui lui succède, publie un communiqué laconique sur le site internet de l'association. Laconique. Qui lui succède, publie un communiqué laconique. Damn. Fabien, tu m'apprends des trucs là. Ça veut dire quoi laconique? Laconique. Laconique. Qui s'exprime en peu de mots. Oh, j'aime beaucoup ce mot les gars. Laconique. Qui s'exprime en peu de mots. Est-ce qu'on peut dire Akil est une personne très laconique? On peut dire ça ou pas? Une réponse. On dit qu'une réponse est laconique. Ah, on peut dire une personne laconique. Qui s'exprime en peu de mots. Une personne laconique. Qui s'exprime en peu de mots sans détails inutiles à la manière célèbre des anciens habitants de Laconie. Donc ça vient de là. Dingue. On a appris un nouveau mot les gars. On n'est pas totalement dans la culture du vide. Eh ouais. Sur le site internet de l'association en disant que Tanya Head n'est plus associée au Survivors Network du World Trade Center. Le Tribute Center annonce qu'elle ne fera plus de visite guidée. Tanya Head refuse de s'expliquer, elle disparaît de New York, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il restait une question fondamentale à résoudre. Si Tanya Head n'existe pas vraiment, alors c'était qui cette femme? Ah, c'est peut-être même pas son vrai blaze. Mais non, celle-là je l'ai pas vu venir les gars. Je l'ai pas vu venir. Après l'article du New York Times, un journal de Barcelone, la Vanguardia, publie sa propre enquête sur le sujet. Et il révèle l'identité réelle de Tanya Head. Elle s'appelle Alicia Esteve Head. Ah la dinguerie. Ah la dinguerie. On m'a dit les mythomanes ça existait les gars, mais je savais pas que ça pouvait prendre des tournures aussi hardcore. Tu t'es invité toute cette vie, pourquoi? Elle est née le 31 juillet 1973 à Barcelone, en Espagne. Elle est issue d'une famille aisée de la haute bourgeoisie catalane. Et le 11 septembre 2001, Alicia est assise dans une salle de classe à l'ESAD, une prestigieuse école de commerce à Barcelone. Donc elle est à 6000 km des faits. Elle suivait un cours en master de gestion. Elle a continué à assister d'ailleurs aux cours dans les semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre jusqu'à la fin de l'année. Alicia n'a mis les pieds aux États-Unis qu'à partir de 2003, 2 ans après les faits. Elle est arrivée à New York avec une histoire déjà construite, déjà rodée, déjà parfaite. Et là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais son bras alors? Ces cicatrices, aussi impressionnantes soient-elles, celles qui avaient convaincu tout le monde, elles étaient réelles, mais elles ne venaient pas du 11 septembre. Les camarades de classe d'Alicia à Barcelone se souvenaient qu'elle portait déjà des cicatrices en 2001. À l'époque, elle leur a expliqué qu'elle provenait d'un grave accident de voiture survenu quelques... On ne te croit pas. On ne te croit pas, les gars. Moi, j'ai envie de croire que elle est allée jusqu'à se péter le bras elle-même. Jusqu'à vraiment faire le bail elle-même. Juste pour pouvoir aller là-bas et faire son mytho truc là. Années plus tôt, l'enquête va révéler qu'à 18 ans, Alicia a survécu un terrible accident routier sur la côte méditerranéenne espagnole. Et c'est là que réside le génie morbide de l'imposture. Elle a utilisé son traumatisme physique. Ah donc c'était un vrai accident. C'est dommage. J'aurais préféré en fait qu'elle ait... Bon, c'est pas bien de mentir, t'as vu. Mais vu en fait comment on dit l'histoire là, la farfelusité de l'histoire, j'aurais voulu qu'elle soit allée aussi loin, tu vois. Véritable, donc vérifiable, pour authentifier un traumatisme historique mais fictif. Et pourquoi elle a fait ça?
Pourquoi une jeune fille de la haute bourgeoisie catalane s'invente une vie comme ça? Pour comprendre, il faut que je vous remonte à 92. Il faut que je vous emmène quand Alicia a 19 ans. Cette année-là, sa famille est éclaboussée par l'un des plus gros scandales financiers de la Catalogne. C'est l'affaire Planas de Artes, connue aussi sous le nom de l'affaire BFP. J'ai découvert ça en faisant les recherches pour cette vidéo. Faux billets d'ordre de transaction, détournement de fonds. Le procès fait la une des journaux. La famille Estève, pilier quand même de la bonne société de Barcelone, s'effondre dans le déshonneur public. Du jour au lendemain, son nom de famille devient synonyme de honte. Imaginez-vous à sa place, votre père et votre frère sont en prison. Partout où vous allez dans Barcelone, on vous reconnaît comme étant la fille de l'escroc. C'est pas agréable à vivre. Je pense, j'imagine, ça j'en sais rien, qu'elle a commencé à fantasmer sur notre vie à ce moment-là. Un endroit où elle serait plus la fille de l'escroc, mais une autre personne, peut-être même une personne qu'on admire, qu'on aime, en tout cas pour qui on a de l'empathie. Et New York et le chaos du 11 septembre lui ont sûrement offert cette opportunité. D'après mes recherches, Alicia était déjà une petite menteuse compulsive avant 2001. C'est ça les gars, ça je comprends pas les gars. Enfin, je pense que ces gens-là, les gens qui vraiment ont un problème de mensonge compulsif, il faut qu'on leur rapporte de l'aide. Parce que frère, en fait, mensonge compulsif, ce que je capte, c'est vraiment tu mens pour rien, genre. Il n'y a pas de raison. On va te dire, ouais frérot, est-ce que ça c'est un micro? Tu vas dire non et tu vas vraiment le dire avec l'intention d'essayer de me convaincre que ça l'est pas. En sachant toi-même que ça n'a ni queue ni tête, Genre ça n'a aucun sens, tu n'as aucune raison de faire ce que tu fais là actuellement. Mais tu le fais quand même. Ces gens-là ont besoin d'aide les gars. Les amis de Barcelone qui ont témoigné se souviennent qu'elle racontait souvent des histoires extravagantes comme des petits amis millionnaires que personne n'a jamais vus, un train de vie luxueux qu'elle n'avait pas vraiment malgré qu'elle était dans une situation confortable. Elle maîtrisait par contre parfaitement l'anglais. Elle avait un accent américain presque parfait et elle était un peu obsédée par le 11 septembre, soi-disant. Pendant 2 ans, donc de septembre 2001 à 2003, elle a probablement, c'est une spéculation, étudié les attentats avec une intensité maniaque. Elle a dû regarder tous les documentaires sur le sujet, lire tous les articles, mémoriser un peu les témoignages des survivants. Je pense qu'elle a choisi le 78e étage parce que c'est la zone où presque tout le monde est mort. Donc il y a peu de témoins pour contredire sa présence. Elle a sélectionné Wells Crowther parce qu'il était mort et donc invérifiable, et comme je vous l'ai dit, parce que son histoire était publiquement documentée, donc crédible. Et ensuite elle a volé le nom d'un défunt sur une liste officielle de l'autre tour pour en faire son fiancé, et elle a transformé son accident de voiture en brûlure de kérosène. Voilà, chaque élément était blindé. En 2003, à 30 ans, elle arrive à New York, elle se présente comme Tanya Head, diplômée de Harvard et de Stanford, cadre chez Merrill Lynch, survivante, miraculée pendant 4 ans. Personne va trouver l'intérêt de vérifier. Mais laissez-moi vous parler du paradoxe du bien. Le paradoxe du bien. J'ai appelé ça comme ça parce qu'en étudiant cette histoire il y a plusieurs mois, c'est peut-être même ça qui m'a donné envie de vous raconter tellement ça m'a perturbé mentalement. Alicia n'a jamais volé d'argent. Elle n'a jamais demandé de compensation au fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre par exemple. Elle n'a jamais monnayé son statut ou ses conférences. Au contraire, elle a donné. Elle a financé donc de sa poche des événements, des thérapies, des projets commémoratifs. Elle a aussi investi de son temps, de son énergie, parfois même, je vous l'avais dit, de sa petite fortune personnelle. Et surtout, elle a vraiment aidé beaucoup de gens. Il y a des survivants qui témoignent encore aujourd'hui qu'elle les a sauvés émotionnellement, parce qu'elle leur a donné une voix, par exemple, parce qu'elle a obtenu pour eux la reconnaissance qu'ils méritaient. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous disais tout à l'heure plutôt, que c'est en mode... En fait, même si elle a menti, ce qui est mauvais pour le coup, elle a menti, elle a joué avec la confiance des gens et tout. Elle a pas fait... En fait, c'était pas pour... C'était purement pour l'attention derrière. C'est ça que je disais depuis le début, c'était purement pour l'attention derrière parce que elle a pas... Comme on dit, elle a pas pris de tal, elle a vraiment aidé des gens, genre. C'est ça en fait qui me perturbe un peu dans l'histoire en mode... Est-ce que finalement c'est une mauvaise personne? Est-ce que, tu vois... Parce que, en fait, si elle a vraiment fait des grosses dingueries, tu vois. Parce que là, pour le coup, dans son mensonge, il y a du bon. Tu vois. Il y a du bon. Genre, je le trouve pas, en fait, je le trouve pas horrible, le mensonge. Vu ce qu'il y a derrière, tu vois. À part peut-être la partie où tu commences à t'approprier un peu une partie de la vie d'un mec qui est mort. Ça, je trouve ça bizarre. Mais sinon... L'aspect, en fait, tout l'aspect de vraiment t'investir dans,
dans le fait d'aider les gens qui, eux, ont vraiment été victimes de tout ça. Ce qu'elle aurait pu faire sans mensonge, en vrai. Elle aurait pu le faire sans mensonge. Mais elle l'a fait avec le mensonge, ce qui est dommage. Mais elle a aidé des gens, pour le coup. Du coup, c'est ça qui me perturbe. Parce qu'elle les a accompagnés dans le deuil avec une empathie qui semblait sincère. Alors comment on peut réconcilier mentalement ces deux réalités sans rentrer en dissonance cognitive? D'un côté, on a une menteuse pathologique qui s'approprie le traumatisme le plus sacré des États-Unis, et de l'autre, on a une femme qui a consacré 4 ans de sa vie à aider de vraies victimes sans gain financier pour elle. Les experts s'accordent pour diagnostiquer chez Alicia quand même une forme sévère de ce qu'ils appellent pseudologia fantastica, le mensonge pathologique. C'est un trouble de la personnalité où le sujet construit des récits grandioses dans lesquels il joue toujours le rôle central, donc c'est soit le héros, soit la victime, et où la victime d'ailleurs finit par croire partiellement à ses propres éléments de fiction. Angelo Guglielmo Jr., je vous en ai pas parlé, mais c'était un cinéaste qui est devenu un ami très proche de Tania avant la révélation, a ensuite réalisé un documentaire sur elle. C'est disponible, je vous le recommande, ça s'appelle The Woman Who Wasn't There. Et il a déclaré « Nous étions amis pendant des années et pas une seule seconde je n'ai soupçonné qu'elle n'était pas une authentique survivante. » C'est dire à quel point elle était convaincante. On peut aussi parler de narcissisme pathologique. Alicia ne pouvait pas être une simple survivante, elle devait être la survivante, celle qui avait l'histoire la plus tragique, les blessures les plus graves, le sauveur le plus célèbre. Alicia n'a commis aucun crime. Elle n'a pas volé d'argent, elle n'a pas usurpé l'identité d'une personne. Tout ce qu'elle a fait là dans l'histoire, c'est totalement légal. C'est totalement légal, les gars. Une existence au sens légal du terme. Elle s'est inventé une identité fictive. Elle n'a pas commis de fraude financière. Et aux États-Unis, mentir sur le fait qu'on était présent lors d'un événement tragique alors qu'on n'y était pas, c'est pas un délit en soi. Aussi choquant que ça puisse paraître, c'est pas un délit. Aucune famille de victimes d'ailleurs n'a porté plainte contre elle. Aucun survivant non plus. Alicia est juridiquement libre, moralement condamnée, mais légalement intouchable. Immédiatement après l'article du New York Times en septembre 2007, Alicia va quitter précipitamment New York. Elle retourne en Espagne, probablement chez sa mère à Barcelone, on ne sait pas trop, et elle disparaît de la circulation. Février 2008, quelques mois après le scandale, les membres du Survivors Network reçoivent un email anonyme depuis une adresse espagnole. Le message annonce que Tania Head s'est suicidée. Oh purée, non. Vas-y frère. Si c'est vrai les gars, c'est une dinguerie. Parce que en fait, plus Fabien il me donne des éléments de l'histoire et tout, je commence à me dire en mode c'est pas tant une mauvaise personne que ça. Parce qu'en fait, mensonge compulsif, plus tu m'en parles, plus je commence à le voir comme une maladie, tu vois. Du coup, j'ai du mal à vraiment t'en vouloir pour le fait que, en fait, j'ai l'impression que tu mens de manière incontrôlable, tu vois. Donc j'ai du mal à en vouloir à une personne qui est dans celle-là. Et en plus, vas-y. Oh non, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Mais quelque part, les gars, je me dis peut-être qu'elle ment. Peut-être elle ment, les gars. Peut-être le mail là, c'est un mensonge. Pendant quelques jours, tous les membres vont ressentir un mélange de culpabilité et de tristesse. Les anciennes victimes aussi vont penser à elle. Malgré la trahison, malgré la colère, personne ne souhaitait la mort de Tania. Mais c'était un nouveau mensonge. Aucune nécrologie, aucun... Je vous ai dit quoi, purée, je vous ai dit quoi, les gars? Oh là là, elle veut que de l'attention, wesh. Un rapport de police, aucun registre de décès en Espagne ne confirme sa mort. C'était encore une tentative de manipulation de Tania, susciter la pitié une dernière fois pour disparaître dans le mythe. Alicia n'est pas morte en septembre 2011, 10 ans après les attentats. Et vous savez pourquoi? Parce que Angelo, le cinéaste qui l'avait connu et qui préparait le documentaire dont je vous ai parlé, la repère dans les rues de New York. Elle marche tranquillement avec sa mère, à quelques pas de Ground Zero. Pendant les commémorations du 10e anniversaire, il la confronte, il a la caméra avec lui et elle refuse de répondre. En juillet 2012, la presse espagnole révèle qu'Alicia vient d'être licenciée d'un poste. Ses employeurs ont découvert son passé new-yorkais grâce à la publicité autour du livre et du documentaire dont je vous ai parlé, sorti cette année-là. Vous vous demandez sûrement en 2026 où est Alicia Head. Je me disais qu'avoir une empreinte digitale dégueulasse, aujourd'hui, c'est potentiellement une des pires choses qui puissent t'arriver, genre, tu sais, au niveau du monde professionnel, au niveau de ta vie sociale et tout. Mais je pense que ça, c'est encore pire. Je pense que ça, c'est pire, vraiment. Eh bien, d'après les dernières informations que j'ai pu trouver,
C'est donc à prendre avec des grosses pincettes. Elle vivrait toujours à Barcelone. En 2021, on a appris qu'elle aurait créé une petite entreprise de rénovation. Quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'elle mène une vie discrète, recluse, puisqu'elle évite toute exposition publique. À ce jour, Alicia Head n'a jamais présenté des... Pour moi, si elle veut vraiment pas qu'on l'embête, elle devrait faire une transformation physique, les gars. Et c'est pas de la grossophobie, s'il vous plaît. C'est vraiment pour l'aider, les refs. Elle fait une transformation physique, elle devient genre plus mince et tout. Elle change de coupe de cheveux, elle devient, je sais pas moi, brune ou elle se teint les cheveux en bleu, je sais pas. Elle change de paire de lunettes parce que, tu vois, c'est toujours le même style de lunettes. Elle prend des lunettes carrées à chaque fois, wesh. Chacal, aide-toi un peu, wesh. Change de style vestimentaire. Voilà quoi, essaye de faire en sorte qu'on t'embête pas, genre vraiment. D'excuses publiques. Elle n'a jamais accordé d'interview, elle n'a jamais expliqué ses motivations. L'histoire de Tania, ou plutôt d'Alicia Head, montre que l'on peut pirater le système immunitaire de notre compassion. Elle a compris que c'est l'endroit dans l'esprit humain où le doute n'est pas toléré, n'est pas permis au niveau de la société. Donc, on peut créer des choses manipulatoires avec ça. Elle a exploité. Et je pense que je serai la première victime. Je pense que je serai la première victime. Les gars, des gens aujourd'hui qui utilisent comme... En fait, j'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Weaponized. C'est en mode qui utilise... Ouais, c'est ça en fait. Qui utilise des histoires tristes pour vous faire dépenser vos tales. C'est des choses qu'on a vues et revues aujourd'hui. Tania, elle n'a pas utilisé ça pour se faire des tales. Mais aujourd'hui, il y en a qui le font. Tu vois, qui prennent des histoires tristes. On l'avait vu avec les gens là qui faisaient du dropshipping malsain là. On l'avait vu récemment. Je sais pas si vous avez vu le react. Mais en gros, c'était la vidéo d'un mec qui expliquait qu'il avait enquêté sur une arnaque de TikTok. Qui montrait en fait des gens prendre des vidéos de vieux qui chialent hors de leur contexte pour créer une histoire autour d'un produit. Tu vois, ils allaient prendre par exemple des pantoufles à l'effigie de vache. Voilà, des pantoufles vaches ou des pantoufles chats, peu importe. Et ils allaient dire, voilà, on a notre ferme avec plein de vaches qui va potentiellement fermer dû au manque de moyens. Et pour nous sauver, vous pouvez acheter ceci pour nous aider. Tu vois. Et c'est ça qu'ils faisaient. T'as vu? Donc, il y a des gens qui ont de la compassion pour ces vaches-là. Ils font, oh là là, c'est triste et tout. Et elles finissent par acheter le produit, alors que le produit, c'est juste des pantoufles vaches prises sur AliExpress. Qui sont vendues 4 fois leur prix. Et encore, je suis gentil, il y en a qui abusent. Donc, ouais, aujourd'hui, pirater le système nerveux de la compassion, là, comme il a dit Fabien et tout, c'est des trucs qu'on voit et qu'on revoit, t'as vu. Et il y en a qui voient ça plusieurs fois, qui tombent encore dans le même piège. Moi, quand je vois des trucs sur les réseaux, hein, je me pose encore plus de questions. Et en fait, des fois, je me sens comme une mauvaise personne à douter sur l'histoire de ces gens-là. Parce que ça se trouve, c'est potentiellement vrai. Et moi, comme j'ai vu des gens qui m'ont menti avant, eh ben, j'aide pas ces gens-là. Et je me sens mal. Je me sens mal de pas aider ces gens-là alors que c'est potentiellement des mensonges. Genre, c'est possible que ce soit des mensonges. Donc, franchement, moi, quand je vois des délires de oui, cagnotte litchi, de je sais pas quoi, et de nanana et tout, ça me met dans le doute. Ça me met dans le doute. Moi, je préfère choisir une instance qui est connue pour aider des gens, leur donner mon argent et leur faire confiance pour ça. Au lieu d'aller aider quelqu'un qui a de lui-même, de son plein gré, créer une cagnotte pour qu'on l'aide. J'ai du mal à croire ça, les gars. J'ai vraiment du mal à croire ça. Et ça, c'est à cause des gens comme Tania. Bon, Tania, encore une fois, ne s'est pas fait d'argent sur ces histoires-là. Mais il y a des gens qui, justement, le font. Et c'est ça qui me fait douter. Donc, le sanctuaire de notre empathie pendant 4 ans. Et elle a utilisé des biais cognitifs, par exemple le biais de confirmation, l'effet de halo, l'autorité de la victime, etc. pour construire une réalité alternative où elle était intouchable. Elle a commis quand même un vampirisme émotionnel, on peut le dire, qui reste à ce jour sans équivalent, je crois, dans l'histoire moderne des impostures. Mais elle rappelle aussi que la frontière entre le bien et le mal, c'est pas aussi clair qu'on voudrait le croire. Tania, elle n'a pas fait que du mal en mentant. Elle n'a même pas fait beaucoup de mal. Elle a fait beaucoup de bien aussi en aidant. Alors, comment on peut régler ces deux vérités là que je viens de prononcer l'une contre l'autre? En fait, j'ai l'impression que même le billet de Halo, si vous voulez, vas-y, on va regarder la définition pour ceux qui ne savent pas. Je l'ai appris l'année dernière en billet de Halo. Je ne saurais pas en fait l'expliquer avec mes mots. L'effet de Halo,
effet de notoriété ou encore effet de contamination est un biais cognitif qui affecte la perception des gens ou de marques. En gros, est-ce que j'ai un exemple? Est-ce que j'ai un exemple? En gros, tu vas avoir un élément chez une personne qui va forcément te changer la perception, en fait, qui va te... Je ne saurais pas comment vous dire. Je saurais pas... On va directement demander à Google. Exemple... Ah, purée, attends. Effet de halo, exemple. Qu'est-ce que l'effet de halo? L'effet de halo est défini en psychologie. Nanana. Effet de halo, définition, exemple. J'ai besoin d'un exemple, les gars. Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Non. Exemple. Une grande taille inspire confiance. Ouais. Ah, ok, c'est aussi, ça peut être aussi minime que ça. Ok, bah, je vais vous donner un exemple qui ressemble à ça. Par exemple, il y a des gens qui vont voir des lunettes chez une personne et qui vont se dire potentiellement que cette personne-là est intelligente. Voilà. Je sais pas si ça a à voir avec l'effet de halo, mais dans l'histoire de Tania, je me dis que le fait qu'elle ait menti, ça a dû passer au-dessus de tout ce qu'elle a fait avant. Sachant que le mensonge dans l'histoire, c'est la seule mauvaise chose qu'elle ait faite. Et je pense que cet acte-là, il a pris une ampleur dans la perception de cette personne auprès du public. Je pense que ce mensonge-là, il a pris vraiment une ampleur qu'ils ont fini par oublier en fait tout ce qu'elle avait fait avant. Et je pense que ça, c'est un truc que nous, en tant que personne normale, on fait beaucoup. T'as vu? Il y a des gens qui vont nous aider. Le jour où elle va faire une mauvaise une petite erreur, voilà, on va porter notre attention que sur cette erreur-là. On va mettre des œillères comme ça sur tout ce que la personne elle avait fait auparavant. Bon, ça c'est vraiment pour des gens qui sont très mauvais, très malsains, je pense. Hein? Une personne qui est, vas-y, humainement, qui a voilà, qui est un peu normale au niveau de ses émotions. Je pense qu'il est capable de prendre du recul sur la situation et de se dire, vas-y, c'est une erreur parmi plein de bonnes choses que la personne a faites, tu vois. Mais je pense que dans son cas, elle, ça a pris une certaine ampleur parce que, en fait, elle a pas menti doucement. Tu vois, elle a menti sur un big truc. Elle a pas dit, ouais, bon, si ça avait été que son blaze, le mensonge, je pense qu'on aurait pu la pardonner, tu vois. Mais ça a été vraiment le fait de mentir sur quelque chose qui tenait à cœur à ces gens-là. Et du coup, je peux comprendre le fait que le mensonge ait pris une certaine ampleur. Mais, tu prends du recul, elle a fait du bien. Tu vois, tu prends du recul, elle a fait du bien. Même si le mensonge, il est énorme, il est big le mensonge. Le mensonge, il est abusé le mensonge, tu vois. Mais ce qu'elle a fait derrière, c'est pas... Elle était vraiment investie dans son mensonge au point de faire du bien. Et je pense que quand elle faisait le bien, elle mentait pas pour le coup. Donc franchement, ça me met un peu dubitatif sur vraiment quoi penser de cette dame en fait. On termine la vidéo. Franchement, je sais pas. Je sais pas si on peut le faire. Je sais même pas s'il y a un intérêt à essayer de voir ce qui est bien ou pas bien. Ça a été. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Merci à... Franchement. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Le mensonge, pour moi, hein, mon avis, c'est que le mensonge, ça a été la seule mauvaise chose qu'elle a faite. C'était la seule mauvaise chose qu'elle a faite. C'était une mauvaise chose. Moi, perso, je l'ai dit hein, au début de la vidéo, moi, les menteurs, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de ouf, vraiment. Genre, j'aime pas les menteurs. Mais elle a fait du bien. Tu vois, généralement, les gens qui mentent, c'est pour un intérêt personnel. Et c'est cet aspect-là du mensonge qui, moi, me dégoûte généralement. Tu vois, genre, ils vont mentir pour je sais pas, pour avoir quelque chose à gagner dans l'histoire. Elle a menti pour faire du bien. C'est bizarre, c'est particulier. Bref, et voilà la misère, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez comment donner la force. Voilà, je failli me perdre. Ciao les nazes. Elle était très laconique cette outro. Vous trouvez ou pas? Laconique ou pas l'outro?